Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir ici au Collège de France, aux côtés de Fanny Brun, lauréate du prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, et Natacha Triou, journaliste et productrice de l'émission CQFD sur France Culture. Donc, vous l'avez compris, cette soirée a pour but de mettre en valeur les travaux de Fanny Brun, qui lui ont valu de recevoir cette année le prix le plus prestigieux que nous avons ici au Collège de France. Je laisserai à Natacha Triou présenter notre lauréate dans quelques instants. Et je voudrais juste rappeler les enjeux du prix dont elle est récipiendaire. Le Collège de France a décidé il y a 3 ans de décerner un prix à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur choisi pour l'excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions à la recherche publique. Parce qu'on a souvent reproché au Collège de France de faire venir que les professeurs déjà bien établis, parfois déjà un peu vieillissants et tout ça. Et donc on s'est dit il faut faire place aussi aux jeunes, donc d'où ce prix qui est doté d'une récompense de 20 000 € et d'une invitation à faire connaître sa recherche publiquement au Collège de France, motif de cette soirée qui nous rassemble ce soir. Donc l'idée, c'est, comme je vous disais, encourager l'excellence et la recherche la plus audacieuse de la jeune relève scientifique. Ce prix, en fait, est tout à fait fidèle à l'esprit pluridisciplinaire du Collège de France parce qu'il récompense alternativement chaque année un lauréat, une lauréate dans le domaine des sciences mathématiques, informatiques, expérimentales de la nature d'un côté, ou des lettres, des humanités et des sciences sociales. Les candidats et candidates doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de 7 ans et être en fonction dans un laboratoire public de recherche en France. Donc en 2024, le thème retenu pour concourir à ce prix était « L'eau sur notre planète ». Et à l'heure où cette ressource devient de plus en plus précieuse, il faut en effet se souvenir que les conditions habitables de notre planète dépendent en très grande partie de la présence de l'eau et de sa répartition sur Terre. Je pense que ça va être un des enjeux des décennies à venir. La recherche scientifique nous permet de mieux comprendre la complexité du cycle de l'eau et de préserver cette ressource indispensable au maintien de la vie sur Terre et au bien-être des sociétés humaines. Chère Fanny Brun, vos travaux ont en effet contribué à une meilleure compréhension de ces questions. Vous êtes spécialiste des glaciers himalayens et alpins et ont développé une approche originale de la glaciologie basée sur les observations multi-échelles utilisant l'imagerie satellitaire et vous avez confronté cette imagerie avec l'observation in situ grâce à des campagnes de mesure qui vous ont valu l'attribution du prix par un jury qui était, d'après ce que j'ai compris, totalement unanime. Vous allez expliquer dans quelques instants le sens, la portée de votre travail scientifique qui consiste à documenter l'évolution des glaciers et à comprendre les mécanismes de leur évolution. En effet, je pense, on entend souvent aussi dans vos émissions, les glaciers sont devenus les marqueurs les plus spectaculaires des changements climatiques alors qu'on annonce la disparition de la moitié d'entre eux d'ici à la fin du siècle. Moi, mes origines sont en Suisse, donc je vois en effet comment ces glaciers se rétrécissent de manière assez effrayante. Donc avant de céder la parole à Natacha Triou, qui va vous présenter plus en détail Fanny, que je vous remercie tous les deux d'être parmi ce soir. Je voudrais juste aussi vous indiquer que nous diffuserons dès janvier l'appel au prix du Collège de France 2025 qui portera sur savoir au pluriel, savoir et démocratie, et dont le jury sera donc composé par la professeure Samantha Besson, titulaire de la chaire Droit international des institutions, et le professeur Antoine Lilti, titulaire de la chaire Histoire de Lumière. Donc on passera vers les lettres et donc je vous encourage déjà à vous en faire l'écho autour de vous si vous connaissez des jeunes chercheurs, chercheuses en lettres, en humanité, ils sont bienvenus pour concourir à ce prix. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse en compagnie de Natacha Triou et Fanny Brun. Très bonne soirée à vous. Merci.
merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Merci Fanny Brun d'être à nos côtés. Fanny Brun, vous êtes l'une des pionnières de la recherche sur les glaciers d'Asie, en Himalaya et au Népal. Et à 33 ans, vous êtes déjà lauréat de nombreuses récompenses, prix du programme pour les femmes et la science, lauréat l'UNESCO en 2018, prix de l'International Glaciological Society en 2022, entre autres. Déjà co-autrice de 46 études, vous prenez le pouls des glaciers, vous êtes à leur chevet, directement sur le terrain, mais aussi par l'observation satellitaire. Et c'est ce qui fait l'originalité de votre profil et de vos productions scientifiques. C'est ce travail à différentes échelles. En télédétection, vous pouvez traiter comme ça beaucoup d'images d'un coup, et puis sur de petits processus que l'on ne peut déceler que sur le terrain. Vous observez, vous documentez le réchauffement en action, et vous nous ouvrez les yeux sur la réalité de votre terrain d'étude qui est en train de disparaître. Alors avant de parler de comment vous avez apporté un nouveau souffle à la glaciologie, peut-être qu'on peut commencer par un tour d'horizon de l'état de santé des glaciers et de leur fonctionnement. Dans quelle mesure sont-ils des ambassadeurs du climat, comme vous aimez les appeler? Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Natacha. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous et je remercie aussi le Collège de France pour l'attribution du prix Jeunes chercheurs, jeunes chercheuses pour l'édition 2024. Alors, les glaciers, grands témoins du réchauffement, en effet, en particulier, si on regarde les observations qu'on peut faire sur les glaciers ces dernières années, on a des taux de perte de masse des glaciers à l'échelle globale qui sont... on utilise surtout les termes anglo-saxons unprecedented, donc non précédemment atteints en français. Et donc, en particulier, on va revenir plus en détail dans les études qu'on a produites ces dernières années grâce à la télédétection spatiale. On peut désormais observer tous les glaciers de la planète et faire le constat de leur retrait, de leur perte de masse généralisée à l'échelle globale. Et donc, on peut rentrer directement dans le vif du sujet grâce à une étude de l'archive de satellites qui s'appelle ASTER. C'est un satellite qui a été lancé en l'an 2000 et qui, depuis l'an 2000, acquiert de façon répétée la topographie de la surface de la Terre, et en particulier des glaciers. Grâce à ce satellite, on peut suivre sur maintenant quasiment 25 ans les changements d'épaisseur des glaciers. Et ce qu'on a montré récemment, c'est que, en fait, entre 2000 et 2010, les glaciers à l'échelle globale, ils se sont amincis de 5 mètres. Et si on prend la décennie suivante, 2010-2020, on a un amincissement de 6 mètres. Donc en fait, on a une accélération très forte des pertes de masse à l'échelle globale. Et quasiment toutes les surfaces englacées à la surface de la Terre sont actuellement des surfaces qui s'amincissent, qui se réduisent. Et ça, c'est vraiment un constat qui est sans appel et donc qui est en lien fort avec le réchauffement climatique et notamment dans la composante de l'accélération des pertes de masse. Donc on a un très mauvais état de santé des glaciers à l'échelle mondiale et internationale. Il y a le cas des Alpes aussi. À quel point justement les Alpes sont en danger? Alors les Alpes, c'est en effet encore plus marquant pour nous parce que c'est quand même à proximité, c'est notre jardin quelque part. C'est probablement dans la salle qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont eu la chance d'aller sur les glaciers des Alpes. Et en fait, quand on y va, on se rend compte que c'est quand même c'est encore des gros glaciers. Hein. Quand on va sur la mer de glace, on n'arrive pas à voir l'ensemble du glacier d'un seul coup. Donc c'est quand même encore un peu un géant. Et en fait, les glaciers des Alpes, sur les 20 dernières années, ils ont perdu un peu plus de 30% de leur volume. Et donc, ça, c'est un chiffre qui nous permet de vraiment réaliser qu'en fait, à l'horizon 2100, on s'attend à une disparition quasiment complète des glaciers des Alpes, et y compris des très gros glaciers comme le glacier de la mer de glace ou le glacier d'Aletsch, pour ceux qui connaissent en Suisse. En Suisse, comme on l'a évoqué, on voit que les glaciers de Suisse aussi ont perdu donc 10%, je crois, de leur masse en espace assez rapide. On observe aussi une accélération en Europe particulièrement. Alors en Europe particulièrement,
les glaciers, c'est des petits glaciers. Donc en fait, c'est un peu déjà des glaciers reliques. Et donc, ils sont en déséquilibre très fort avec le climat actuel. Et en fait, sur certaines années exceptionnelles, comme l'année 2022, on estime qu'en une seule année, les glaciers ont perdu entre 5 et 7% de leur masse à l'échelle d'une seule année, parce que c'est une année qui est particulièrement déficitaire. Mais c'est vrai que les projections climatiques actuelles pour l'évolution des glaciers prennent assez mal en compte ces années extrêmes comme celle de 2022. Donc quelque part, le constat pourrait être, enfin la réalisation pourrait être encore plus pessimiste que la projection actuelle de l'évolution future des glaciers. Pourquoi 2022, ça a été une année justement très critique ? 2022, ça a été une année très très catastrophique pour les glaciers parce qu'on a eu un enneigement très déficitaire. Et donc en fait, on a attaqué la saison de fonte des glaciers avec des glaciers qui n'avaient plus leur couvert neigeux saisonnier. Et le couvert neigeux saisonnier, il est très important pour les glaciers parce que la neige, c'est un matériau qui est très blanc. Et en fait, quand on n'est pas spécialiste du domaine, on ne comprend pas trop forcément la différence entre la neige et la glace. Mais en fait, on va dire que le corps du glacier, il est constitué essentiellement de glace. Et dessus, on a une petite couche de neige qui va se déposer de façon saisonnière l'hiver. Et dans la partie basse du glacier, cette couche de neige, elle va disparaître au cours du printemps pour arriver à la glace. Dans la partie haute du glacier, la neige reste à l'état de neige parce qu'on a moins de fonte, parce qu'on a moins de compaction. Mais en tous les cas, en 2022, les glaciers ont attaqué le mois de juin en étant déjà entièrement découverts de neige. Et ensuite, on a eu un été qui était très chaud et très sec, donc un été caniculaire. Et donc, pour les glaciers, c'était vraiment la double peine d'un hiver pas très généreux et d'un été très chaud et très défavorable. Et donc, d'où les pertes de masse records qui ont été enregistrées dans tous les glaciers, sur tous les glaciers des Alpes. On dit aussi des glaciers qui sont des climatomètres. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Alors, les glaciers, en fait, ils répondent pas que à la température. C'est donc pas des thermomètres. Par contre, les glaciers, ils ne peuvent exister que dans certaines conditions climatiques qui leur sont favorables, en termes à la fois de précipitation et de température. Et donc, les glaciers, ils vont constamment adapter leur géométrie au climat dans lequel ils existent. C'est-à-dire que si on a des climats qui sont plus favorables aux glaciers, on va avoir des glaciers qui s'étendent, parce qu'en fait, les glaciers, ils sont dans un déséquilibre dynamique en permanence. C'est-à-dire que le glacier, il va toujours avoir une zone qui s'appelle sa zone d'accumulation, où on a des processus d'accumulation, donc essentiellement les précipitations neigeuses, qui sont plus importantes que les processus de perte, les processus d'ablation, donc en particulier la fonte. Et donc dans cette zone haute des glaciers, on ne fait que accumuler de la masse d'une année sur l'autre. Et en fait, c'est pas possible, parce que si on fait que accumuler de la masse, on aurait des glaciers infiniment épais. Et donc en fait, le phénomène qui compense cette accumulation de masse, c'est l'écoulement des glaciers. Donc on a un déséquilibre gravitaire. Et donc les glaciers évacuent cet excès de masse à l'amont vers l'aval. Et là, les processus de bilan de masse sont différents. Quand on est dans des altitudes moins favorables, on a plus de fonte que d'accumulation. C'est ce qu'on appelle, nous, la zone d'ablation des glaciers. Et donc, il y a vraiment un équilibre qui se crée entre cette zone haute du glacier excédentaire, cette zone basse déficitaire, et l'écoulement, le flux de masse de la glace, va venir équilibrer ces deux zones du glacier. Dans un cadre de changement climatique, on va avoir une réduction des conditions favorables à l'accumulation. Donc la zone d'accumulation se réduit, elle fournit un flux de glace qui est beaucoup moins important. Et donc dans la zone d'ablation, on a moins d'alimentation en glace avec une fonte exacerbée. Et c'est ça le mécanisme de l'amincissement et du retrait du front du glacier.
Là, on entend l'importance aussi des glaciers dans le cycle hydrologique terrestre. Le prix du Collège de France qui vous a été décerné était donc sur le thème de l'eau sur la planète. En fait, vous travaillez sur une infime fraction de l'eau de notre Terre. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Nous, on regarde vraiment la thématique de l'eau par le tout petit bout de la lorgnette. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, nous, quand on parle de quantité de glace, on la convertit en équivalent hausse du niveau des mers. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on parle d'une certaine quantité de glace sur Terre, on la fait fondre entièrement, et quelle quantité de hausse du niveau des mers ça représenterait sur l'ensemble des océans. Et donc, quand on s'intéresse aux réserves d'eau douce sur Terre, la plus grosse réserve, c'est la calotte antarctique, qui représente plus de 50 mètres équivalent du niveau des mers. On peut regarder le Groenland, à ce moment-là, on passe à 7 mètres de hausse équivalente du niveau des mers. Et en fait, quand on va regarder les glaciers auxquels moi je m'intéresse, qui sont les glaciers de montagne, et en fait, on est sur des chiffres encore 2 ordres de grandeur en dessous, parce qu'on est sur une estimation de 30 à 50 cm de hausse du niveau des mers. Et donc on pourrait se dire qu'en fait, les glaciers, on pourrait dire qu'on s'en fiche. et en fait, on s'en fiche pas du tout, parce que c'est un petit réservoir, les glaciers de montagne, mais c'est un réservoir qui est très réactif. Parce que une des façons aussi de voir les choses, c'est que les glaciers de montagne, c'est de la glace qui est très peu épaisse. Alors nous, on imagine qu'un glacier, c'est très épais, mais en fait, quand on compare à l'Antarctique, l'Antarctique fait jusqu'à 3 km d'épaisseur au centre de la calotte, alors que les glaciers de montagne, en moyenne, ils font 100 mètres d'épaisseur. Et donc, en fait, ça veut dire que les glaciers, ils exposent beaucoup de surface par rapport à leur volume. Et donc, en fait, ça les rend très, très réactifs au réchauffement climatique, parce que c'est par la surface qu'on échange de l'énergie avec l'atmosphère. Et donc, la conséquence de cet étalement des glaciers, c'est qu'actuellement, c'est un des réservoirs les plus réactifs au réchauffement climatique. Et donc, à l'heure actuelle, les glaciers y contribuent plus que le Groenland et que l'Antarctique. Alors, pas que le Groenland et l'Antarctique réunis, mais plus que le Groenland et plus que l'Antarctique séparément, à la hausse du niveau des mers, par leur très très grande réactivité au réchauffement climatique. Donc ça veut dire qu'on peut considérer les glaciers comme d'immenses réservoirs d'eau, des châteaux d'eau qui se vident à grande vitesse. Alors, qui se vident dans la mer. Donc ça, c'est vraiment la première raison d'étudier les glaciers, de comprendre les processus, donc les processus par lesquels les glaciers répondent à des changements climatiques. Vraiment, l'enjeu majeur, c'est la hausse du niveau des mers. Et il y a un second enjeu, qui est vraiment les glaciers comme ressources en eau localisées à certains endroits précis sur Terre. Et donc là, la question la réponse à la question est beaucoup plus nuancée que pour la question de la hausse du niveau des mers. Les glaciers, ils vont jouer un rôle de régulation saisonnière dans les débits des rivières. C'est-à-dire que pendant l'hiver, ils vont accumuler des précipitations sous forme de neige. Donc, ils vont plutôt limiter les débits des rivières. Par contre, pendant la saison de fonte, ils vont libérer cette eau qu'ils ont stockée de façon saisonnière. Et en plus, dans le cas des glaciers, on rajoute, en plus de la neige saisonnière, donc ils ont la différence de continuer à fournir de l'eau au cours de toute la saison d'ablation, donc jusqu'au mois d'août, au mois de septembre. Et en plus, ils ont aussi cette composante de déséquilibre avec le climat qui fait que les glaciers, actuellement, déstockent de l'eau qui est stockée. Et donc, la conséquence de ce cycle, c'est que on a des écosystèmes à l'aval qui sont adaptés, en fait, à cette production d'eau très régulière, à ce soutien du débit des rivières au cours de la saison estivale. Et donc, si cette ressource disparaît, on a de nouveaux écosystèmes qui s'adaptent. Et quand on parle d'écosystèmes, on parle aussi d'écosystèmes humains, entre guillemets, avec des adaptations de l'agriculture dans certaines régions à cette production d'eau très régulière et très fiable.
je vous disais que la question est un peu plus nuancée que sur la hausse du niveau des mers. C'est parce qu'en fait, les volumes d'eau qui sont mis en jeu par les glaciers sont relativement faibles au regard des volumes d'eau qui sont mis en jeu par la précipitation, qui est toujours la première source, la première source d'eau dans les bassins versants. Et aussi, souvent, au regard de la neige saisonnière, en termes de volume, les glaciers contribuent beaucoup moins. Et donc ça, moi, c'est vraiment des questions qui m'intéressent actuellement parce que, en fait, il y a beaucoup d'exercices à faire pour mieux quantifier les différentes contributions des différents compartiments à l'hydrologie. Et en fait, des fois, c'est une tâche qui est un peu vaine parce que, en fait, en hydrologie, on ne peut pas compter les flux séparément. Parce que en fait, les systèmes hydrauliques ils sont connectés notamment par l'intermédiaire des eaux souterraines. Les choses ne sont pas aussi simples que de tout ramener au débit des rivières. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand on prend la précipitation en France, on a environ 70% de la précipitation qui repart vers l'atmosphère sous forme d'évapotranspiration. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un champ de recherche qui est, au final, pas assez investi, notamment par les gens qui font de la glaciologie. Et donc, en fait, essayer d'apporter des réponses un peu plus quantitatives à quelles sont les conséquences des disparitions, des retraits des glaciers sur les régimes hydrologiques à l'aval, c'est tout un champ de recherche qui manque vraiment cruellement d'investissement, notamment dans notre communauté. Donc ça, c'est... Avant d'ailleurs de parler de vos perspectives de recherche en glaciologie, on y reviendra dans quelques instants, je voudrais bien qu'on revienne sur les origines de votre passion, sur à quel moment vous avez su que vous aimeriez faire de la recherche en glaciologie. Alors moi j'aime beaucoup la montagne depuis que je suis toute petite. J'ai mes parents dans la salle qui peuvent en témoigner. Et donc j'ai toujours aimé être dehors en montagne. Et après j'ai quand même aussi beaucoup aimé faire des études. Et donc au cours de mon parcours, je me suis retrouvée à faire des études de géosciences. Et donc en fait... j'aime bien l'abstraction intellectuelle, j'aime bien les équations. Et en fait, quand j'étais étudiante à l'ENS, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à Grenoble au laboratoire de glaciologie. Et donc là, j'ai eu la chance d'aller sur le terrain avec une professeure qui s'appelle Madame Delphine Six. Et donc, depuis, je me suis dit que c'était quand même vraiment assez formidable de pouvoir à la fois faire des équations et puis aussi aller sur le terrain régulièrement. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé ma voie et décidé de rester dans ce domaine. En 2015, vous vous lancez justement dans l'aventure de la thèse que vous soutenez en 2018, des travaux qui sont récompensés en 2019. Vous travaillez sur le bilan de masse des glaciers des hautes montagnes d'Asie. Pourquoi ce sujet de thèse ? Alors, le sujet de thèse, c'est toute une... J'aime beaucoup cette question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la thèse ne ressemble jamais au sujet de thèse. Il y a même un dicton qui dit que si le sujet du manuscrit correspond au sujet initial de la thèse, c'est que la thèse est ratée. Donc, en fait, là, c'est beaucoup une histoire de rencontre avec des gens, en l'occurrence avec Étienne Berthier et Patrick Vagnon, qui sont deux chercheurs avec qui j'avais beaucoup d'affinités scientifiques. J'avais envie de travailler avec les deux. Et il se trouve qu'il y en a un qui fait essentiellement du terrain au Népal et l'autre qui fait essentiellement du satellite. Donc, on a essayé de construire un sujet à l'intersection des deux compétences. Et donc, ça a donné ce sujet de thèse où on s'est intéressé au bilan de masse des glaciers himalayens et en particulier au bilan de masse des glaciers couverts de débris pour essayer de comprendre en quoi ce bilan de masse différait du bilan de masse des glaciers blancs. Mais alors, question faussement naïve, pourquoi c'était important justement de cartographier ces changements d'épaisseur dans les glaciers d'Asie ? Et pourquoi l'Asie ? Alors, pourquoi l'Asie ? Donc là, on remonte aussi à une perspective un peu plus historique. Les glaciers d'Asie, donc quand on parle des glaciers d'Asie, on parle de tous les glaciers qui sont sur le pourtour du plateau tibétain
Et donc, c'est une région qui est très fortement englacée. Hein. Elle est parfois appelée le 3e pôle, parce qu'en fait, c'est quand même l'endroit sur Terre où il y a le plus de glace en dehors des pôles. Et notamment, en fait, on ne connaît pas forcément très bien ces régions, mais les régions vraiment les plus englacées, ça va être le Pakistan, l'ouest de l'Inde, et puis toute une très grande région englacée aussi à la frontière entre l'Inde et la Chine, à l'est du Bhoutan. Et en fait, ces glaciers, quand j'ai commencé ma thèse, ils étaient déjà bien cartographiés, notamment parce qu'en fait, il y a eu une controverse dans le 4e rapport du GIEC, de l'IPCC, où en fait, il était écrit dans ce rapport que les glaciers himalayens disparaîtraient en 2035. Alors, 2035, c'est demain. Et en fait, donc, il se trouve qu'après, il y a des gens qui ont tracé l'origine de l'erreur, qui revenait probablement de... Donc, il y a probablement des erreurs de relecture. Mais en fait, cette erreur dans le rapport du GIEC, et c'est très très rare, hein, les erreurs factuelles dans les rapports du GIEC, c'est quasi inexistant, hein, on en dénombre vraiment très peu dans l'histoire. En fait, cette erreur, elle a pu exister parce qu'on manquait vraiment de connaissances sur les glaciers himalayens. On avait des connaissances très disparates de campagnes de terrain dans les années 90, notamment dans la région de l'Everest, qui ont été conduites par les Japonais. Il y a eu un peu d'investigation au Pakistan, mais vraiment des choses très peu poussées. Il y avait pas mal de connaissances qui venaient de l'Union soviétique, mais dans les années 90, tout s'est arrêté avec la chute de l'Union soviétique. Et donc, en fait, jusque dans les années 2010, on n'avait même pas de cartographie complète des glaciers d'Asie. Donc, du coup, il y avait un vrai besoin de simplement produire de la donnée, produire de l'observation sur ces glaciers, et en particulier essayer d'observer leur changement de masse à l'échelle d'une grande région. Et donc, c'est dans cette problématique que se sont vraiment inscrits une bonne partie de mes travaux de thèse. Produire de la donnée, produire comme ça de l'observation, c'est dès la thèse en plus que vous mettez au point votre approche qui est originale en mettant en place, qui combine plusieurs échelles. C'est-à-dire que vous vous intéressez à la fois à de tout petits objets que sont les falaises de glace, c'est des études de terrain très détaillées, et en même temps de l'imagerie, du traitement massif d'images satellitaires. Ça, en fait, vous combinez deux grandes familles d'observation. La première grande famille, en effet, c'est l'observation de terrain qui est capitale justement pour l'étude des glaciers. Oui, l'observation de terrain, elle est capitale parce que, en fait, pour vraiment se rendre compte des conditions climatiques, des processus qui ont lieu, et en fait, il y a vraiment toute une partie du savoir qui se transmet à la fois déjà dans les équations, dans la construction de la théorie, mais qui se transmet aussi par l'échange d'expériences, et puis aussi par les choses qu'on peut voir concrètement. Et en fait, quand on a l'habitude d'aller sur le terrain, en fait, on se rend compte que la neige, c'est très différent de la glace. Et puis la neige qui a plusieurs années, elle est très différente de la neige de l'hiver qui vient d'arriver. Et donc, en fait, tous ces processus, on les comprend vraiment bien qu'en s'y confrontant, parce que des fois, quand on est un peu loin, on peut on peut se tromper complètement. Et notamment, moi, c'est une anecdote que je raconte assez régulièrement. L'an dernier, j'ai participé à une controverse sur le glacier du col Sud, qui est le glacier le plus haut du monde, situé à 8000 mètres d'altitude. Et on avait des collègues anglais et américains qui ont publié un article dans lequel ils mettaient en avant la fonte comme processus principal de perte de masse de ce glacier, parce que c'était ce qu'on pouvait calculer à partir de certaines hypothèses. Et en fait, nous, ça nous semblait très, très surprenant au vu de nos connaissances, au vu de l'altitude à laquelle était localisé ce glacier. Et de fait, c'est un endroit, à 8000 mètres d'altitude, c'est très difficile d'aller y faire des observations directes. Et donc, pour moi, c'est vraiment un exemple qui montre la limite d'avoir des études qui s'intéressent au processus
et qui ne sont pas basées sur des observations directes de terrain. Et donc ça, c'est vraiment l'importance de l'étude de ces processus. Ouais, donc l'autre volet, c'est en effet et puis vos travaux, ils sont surtout connus pour ça, pour l'aspect satellitaire et sur comment vous avez récupéré des données qui étaient jusque-là pas exploitées, vous les avez rendues exploitables. Alors, on peut simplifier. Alors déjà, c'est une approche collective qui a été... souvent, en science, on met plusieurs briques ensemble. Et en fait, c'est pas nous qui avons construit ces briques, mais souvent, ce qui fait la portée d'études qui sont marquantes, qui ont de l'impact, c'est le fait d'avoir été un peu la bonne personne au bon moment, qui est là pour assembler ces briques qui viennent de plusieurs disciplines ou qui viennent de travaux plus anciens. Et donc là, en l'occurrence, l'histoire de l'aventure de ces images aster, c'est que, en fait, moi, quand je suis arrivée dans le contexte de ma thèse, j'ai eu la chance que ça a été le moment où cette archive satellitaire a été ouverte. Donc, on a un satellite qui faisait des acquisitions depuis 2000. Et en fait, c'est seulement en 2016 que la NASA a dit « Ah bah, là, c'est bon, toutes les images qui ont été acquises dans le passé et à partir de maintenant, bah, elles sont toutes disponibles sur des serveurs complètement en open access. » Donc ça a été la première brique. Et la deuxième brique, c'est qu'en fait, on a développé des traitements automatisés pour calculer ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain, donc des cartes en 3D à partir d'images stéréoscopiques. Et ça a été une autre révolution, c'est qu'en fait, la NASA distribuait ces modèles numériques de terrain, elle les distribuait aussi à partir des images. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on produisait de la donnée de bien meilleure qualité. Et donc, c'est vraiment le fait d'avoir eu ces deux éléments en même temps qui a fait qu'on a pu se lancer dans ces traitements massifs d'images satellites. Et donc ça a donné un des résultats phares de ma thèse, la cartographie des changements d'épaisseur de tous les glaciers d'Asie. Et donc, ce qui est super avec la science, c'est que, avec la recherche, c'est qu'en fait, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que, en fait, quelques années après, il y a un doctorant qui a amené une brique supplémentaire, qui était un traitement beaucoup plus sophistiqué des séries temporelles pour mesurer ces changements d'épaisseur. Nous, on utilisait des méthodes mathématiques très simples, des régressions linéaires simplement. Et donc lui, il a introduit l'utilisation des régressions par processus gaussien. Et donc là, on a amené encore une brique supplémentaire qui a rendu la méthode encore plus robuste et applicable à l'échelle globale. Et donc on est passé de cette cartographie des glaciers d'Asie à une cartographie globale. Donc tout ça, ça permet en fait de pouvoir cartographier le changement des glaciers sur des échelles spatiales qui étaient impossibles auparavant. Tout à fait. Jusque dans les années, on va dire jusque dans les années 2010-2015, pour cartographier les changements de masse des glaciers, on disposait de trois grandes familles de méthodes. La première méthode, c'était d'aller regarder directement les changements dans le champ de gravité de la Terre grâce à des satellites qui s'appellent GRACE. Là, c'est un satellite qui a été lancé en 2003 et qui a été opérationnel jusqu'à 2015. Et donc, ce satellite mesure le changement dans le champ de gravité, donc le changement dans la masse à la surface de la Terre. Et en fait, c'est formidable parce que ça permet de mesurer, de faire une mesure en fait très précise directement de la masse. Par contre, l'énorme inconvénient, c'est qu'en fait, les glaciers, c'est quand même des objets assez petits. Quand les glaciers s'amincissent, ils perdent de la masse, mais en fait, cette eau, elle peut devenir, on ne sait pas trop ce qu'elle devient, elle peut être stockée dans de l'eau souterraine. Et en fait, ce satellite GRACE, il voit des changements très, très intégrés. Donc, il voit des changements de nappe phréatique. Donc, du coup, pour étudier les glaciers, il n'est quand même pas non plus exceptionnel. Une autre méthode, c'était ce qu'on appelle l'altimétrie radar et laser. Et donc là, il y a toute une famille d'altimètres, notamment des altimètres qui se sont appelés ICESat, un altimètre ICESat qui a été en l'air de 2003 à 2009. Et donc lui, en fait, il mesurait ponctuellement l'altitude de la surface de façon très précise.
Et donc après, on faisait des estimations régionales des bilans des glaciers en extrapolant ces mesures très ponctuelles, mais ces mesures, elles étaient entachées de très gros biais. Et la dernière méthode qui existait, c'était d'utiliser la méthode que nous, on utilisait, donc de faire des cartographies des surfaces que l'on différencie pour calculer des changements de volume et donc des changements de masse. Mais à l'époque, jusque dans les années 2015, en fait, on appliquait cette méthode de façon manuelle sur des scènes obtenues par les satellites. Et c'est que, en fait, à partir des travaux qu'on a développés, notamment avec Étienne Berthier, à partir des années 2015, on a eu des traitements automatiques qui ont permis de cartographier des grandes surfaces d'un coup. Ça reviendra, c'est une étude novatrice, une étude parue dans la revue Nature, mais avant de parler de cette étude-là, qui est une étude importante, il y a un des résultats de vos travaux que j'aime beaucoup. Vous avez été capable d'identifier le talon d'Achille des glaciers du Népal et de l'Himalaya. Et pourquoi ils sont plus sensibles à la fonte et au réchauffement climatique? Alors oui, donc là on revient à mon amour pour les falaises de glace, qui sont des tout petits objets très spécifiques sur les glaciers couverts de débris. Donc un des objectifs aussi de mes travaux, c'était de mieux comprendre les processus qui ont lieu sur les glaciers couverts de débris rocheux. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a une bonne partie des glaciers de la Terre qui ne sont pas des glaciers blancs, auxquels on peut penser spontanément. Mais par contre, peut-être que si vous êtes allé ces dernières années voir la mer de glace, vous vous êtes rendu compte que sur la langue de la mer de glace, il y a énormément de cailloux. Il y a des gros blocs, il y a du sable, il y a des petits blocs. Et donc, en fait, la présence de cette couverture détritique, elle va changer complètement la façon dont le glacier échange de l'énergie avec l'atmosphère. On peut tout de suite voir que ces glaciers, ils sont plutôt, ces débris, ils sont plutôt sombres. Ils sont plutôt plus sombres que la glace. Donc, le premier effet auquel on peut s'attendre, c'est que ils absorbent plus d'énergie parce qu'ils sont plus sombres. Par contre, le deuxième effet qui joue, c'est que les débris, dès lors qu'ils atteignent une certaine épaisseur, ils vont plutôt avoir tendance à isoler la glace sous-jacente, et donc ils vont plutôt jouer un rôle protecteur sur les glaciers. Alors, on s'est rendu compte, et pas que nous, d'autres études, qu'en fait, c'est vraiment le rôle protecteur des débris qui dominent. Et en fait, quelque part, une des preuves les plus directes, c'est que les langues des glaciers qui sont couvertes de débris, elles descendent à des altitudes plus basses que les langues des glaciers blancs. Et donc ça, c'est vraiment lié au fait que c'est l'effet isolant qui domine. Mais en fait, parmi cet effet isolant, on a trouvé qu'il y avait un peu des trous il y a des trous dans la raquette, des trous dans la couverture. Et ces trous, c'est justement ce qu'on appelle les falaises de glace. Donc, quand on n'a jamais vu ces objets, c'est un peu difficile de se les représenter. Mais il faut imaginer des talus très raides qui se forment sur une langue couverte de débris. Donc, déjà, une langue glaciaire couverte de débris, ça ressemble globalement à un tas de cailloux. On ne voit pas toujours la glace en dessous. Et à des endroits, on va avoir ces talus de glace très raides qui se forment. On ne comprend pas encore très bien pourquoi ils se forment, comment ils se maintiennent. Mais par contre, ce qu'on comprend très bien, c'est que c'est vraiment des fenêtres par lesquelles l'énergie peut rentrer dans le glacier, parce qu'on n'a pas de couche de débris isolante sur ces falaises, parce qu'elles sont trop raides. Donc les débris qui sont dessus, ils ne peuvent pas rester, les cailloux ils restent pas, ils glissent. On est sur des pentes à entre 30 et 45 degrés. Et donc, un des résultats phares qu'on a montré, c'est que sur la langue d'un glacier auquel on s'intéressait, ces falaises de glace, elles occupaient environ 7% de la surface, mais elles contribuaient à plus de 25% de la fonte. Donc, on a vraiment une contribution complètement disproportionnée à l'ablation de la part de ces falaises de glace, d'où leur surnom de talon d'Achille. Là, vous venez de nous faire imaginer à quoi ressemble une falaise de glace, mais est-ce que vous pouvez nous donner aussi à imaginer à quoi ressemble une expédition justement de terrain? Comment ça se passe? Comment ça se prépare déjà pour des terrains comme cela? Ouais, alors ça se prépare longtemps à l'avance. Alors donc nous on fait des expéditions qui ont vraiment un but purement scientifique. Donc tout dans l'expédition est pensé pour collecter, observer certaines variables
d'intérêt. Donc on a la chance que ces expéditions, elles se déroulent dans des endroits absolument fabuleux, mais quelque part, c'est pas le but premier. Voilà, nos observations, c'est pas juste un prétexte pour aller sur les glaciers. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que aller en expédition, ça implique d'aller loin, et donc ça implique beaucoup de CO2 dans les déplacements. Et donc, c'est important de garder cette éthique de l'utilité de la mesure loin de chez nous. Et donc, en fait, on fait plusieurs types d'expéditions. Il y en a certaines, moi je vais très régulièrement au Népal. Et donc là, en fait, on est dans un programme de suivi régulier de certains glaciers. Et donc, c'est des missions qui se déroulent en très haute altitude. On va passer beaucoup de temps entre 5000 et 6400 mètres d'altitude. Donc, on va camper au bord du glacier. Donc, il faut quand même aimer être dehors, et il faut aimer partager la tente avec des collègues, des fois avec des porteurs qui nous aident à porter le matériel. Et donc, une fois sur le glacier, on va mesurer son bilan de masse. Et donc, pour ça, en fait, on va insérer des jalons. Donc, pour nous, c'est juste des bambous de 2 mètres qu'on relie les uns aux autres, qu'on insère dans la glace en faisant des trous avec des tarières. Et donc, on va revenir l'année d'après au même endroit et mesurer de combien notre chaîne de bambou ressort. Et donc, ça va nous permettre de mesurer la fonte. Et dans la partie haute du glacier, on va aller mesurer combien de neige est restée au cours de la saison précédente. Donc, pour ça, on fait des carottages, des petits carottages assez proches de la surface, jusqu'à 4-5 mètres de profondeur. Et on va chercher l'horizon qui va différencier la neige de l'année précédente. Et on va aussi mesurer la masse volumique de cette neige pour mesurer l'accumulation. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos mesures. On est un service national d'observation, donc on est engagé à faire des observations long terme sur des glaciers dans les Alpes et au Népal, et dans les Andes aussi pour certains collègues. Il y a des expéditions qui vous ont marqué en particulier ? Oui. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je ne sais pas. Non, en fait, c'est toujours des aventures humaines extraordinaires, hein, parce que on va passer 4 ou 5 semaines avec les collègues à partager la vie quotidienne du camp, à se donner vraiment pour faire ces mesures, quoi. Et peut-être, et on ressent des émotions qui sont assez incroyables. Moi, un moment très fort, c'est quand on était en 2021 à faire des mesures un peu exceptionnelles avec un radar pour mesurer l'épaisseur de glace du glacier. Et donc, on commence à monter, on monte jusqu'à 6000 mètres d'altitude avec le radar pour faire un peu des tests avant d'aller au sommet à 6004. Et là, on est dans la tempête, il y a de la neige qui vole. Enfin, faut imaginer quand même que il fait -10, il y a peut-être 50 km/h de vent. Donc dès qu'on enlève un gant, on a tout de suite froid aux mains. Enfin, c'est quand même des conditions ultra rudes. Et là, le collègue qui était en charge de cette manip, il branche des petits fils en enlevant ses gants dans le froid. Et là, tout marche. et là, c'est quand même des sentiments incroyables, quoi. On ressent vraiment de la joie, de la fierté de participer à ces mesures. C'est vraiment des moments qui sont marquants, quoi. Alors, autre moment marquant de votre parcours, c'est cette fameuse étude parue dans Nature en 2021. Donc, c'est une étude novatrice sur l'accélération de la perte de masse des glaciers au début du XXIe siècle. C'est une étude que vous avez coécrit avec Romain Hugonnet. Là, il a été question de topographier l'ensemble des glaciers de la planète. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas accès comme ça de méthodes pour étudier les glaciers comme ça au cas par cas. Tout à fait, ça c'est vraiment la brique que Romain a apportée dans le cadre de sa thèse, de réussir à passer en fait avec cette méthode qu'on avait précédemment développée, l'amener à un niveau supplémentaire de précision, de rigueur mathématique, parce qu'en fait aussi, alors c'est souvent pas ce qu'on met en avant quand on présente ce genre d'études, parce qu'on parle beaucoup des résultats. Mais vraiment, une des très grandes forces de cette étude, c'est aussi d'avoir
approcher la question des incertitudes sur la mesure de façon beaucoup plus rigoureuse, en faisant notamment tout un travail théorique qui était très important sur des analyses statistiques. Et donc, ça, c'est ça qui fait vraiment la robustesse de ces résultats. C'est que non seulement on produit des nouvelles estimations, mais on les produit avec une incertitude qui est très réduite par rapport aux autres méthodes et qui est calculée de façon beaucoup plus rigoureuse que ce qu'on faisait jusqu'à présent. D'ailleurs, par la suite, comment étaient corrigées les erreurs dans le rapport du GIEC ? Alors, pour l'erreur initiale sur la disparition des glaciers himalayens, l'erreur a été corrigée assez rapidement parce que l'erreur fondamentale, c'était une faute de typographie. Hein. Il n'y avait pas d'études dans la littérature qui affirmait que les glaciers himalayens allaient disparaître. Donc en fait, la correction a été assez rapide. Et la correction quelque part réelle de l'erreur, c'est que la recherche sur les glaciers himalayens a complètement explosé en quelques années. Notamment, tout ce dont on a parlé sur la cartographie des changements de masse des glaciers, c'était un élément très important et qui était complètement inconnu il y a moins de 10 ans en arrière. Et aussi, un autre élément très important, c'est la modélisation des glaciers et leur réponse au changement climatique. Et donc là, il y a eu énormément de travaux à la fois théoriques et puis des travaux aussi plus empiriques et des développements de code qui permettent en fait actuellement de simuler l'évolution de tout un ensemble de glaciers de façon beaucoup plus efficace, avec aussi des moyens de calcul bien plus performants. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Et donc, c'est nouveau pour les glaciers himalayens et c'est nouveau pour les glaciers de l'ensemble de la Terre. Hein. On a vraiment eu une révolution complète de la connaissance entre les années 2010 et aujourd'hui. D'ailleurs, comment vous qualifierez vos perspectives en termes de recherche en glaciologie, en connaissance de cause, en sachant que les glaciers sont des espèces en voie d'extinction ? Alors, les glaciers sont en voie d'extinction, mais il y a encore plein de mystères incroyables à percer sur les glaciers. Et c'est vrai que ça, c'est quand même vraiment la beauté de la recherche scientifique, du quotidien du chercheur et de la chercheuse. Alors, il y a un aspect quotidien qui est pas toujours hyper sympa. C'est parce que c'est qu'on fait beaucoup d'administratifs, on passe du temps à faire des tâches qu'on n'a pas très envie de faire. Mais il y a des tâches qui sont toujours vraiment incroyables. C'est le fait de travailler avec des étudiants et des étudiantes et de découvrir des phénomènes. Alors souvent, on fait pas... Souvent, on découvre des choses qui n'ont pas forcément énormément d'impact, mais par exemple, l'été dernier, avec un étudiant népalais, on a beaucoup travaillé sur les processus d'accumulation sur le glacier du Mera, grâce à des instruments innovants qu'on avait déployés à haute altitude, à 5800 mètres d'altitude. En fait, on s'est rendu compte que l'eau qui regelait dans le manteau neigeux, selon la profondeur à laquelle elle regelait, en fait, elle a une influence déterminante sur sa contribution ou pas à l'accumulation du glacier. Et donc, c'est vrai que quand on a des études comme ça qui montrent des petits résultats qui nous permettent d'avancer dans notre compréhension, c'est vraiment un sentiment assez extraordinaire et un aspect extrêmement valorisant du métier. C'est vraiment le cœur de ce que moi j'aime, quoi. Évaluer comme ça la contribution des glaciers à la ressource en eau, ça c'est vraiment vos prochains sujets de recherche et d'études. Ouais, tout à fait. Ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels j'aimerais évoluer dans les années à venir. Actuellement, on s'intéresse aussi énormément à la précipitation en montagne, en haute altitude. C'est très compliqué en fait de mesurer la précipitation. Y compris quand on est en plaine, en fait, c'est difficile parce que la précipitation, elle est très hétérogène spatialement. Et c'est d'autant plus vrai quand on va en montagne. Ça peut être des observations tout à fait naïves, mais par exemple, quand vous êtes l'été en montagne,
y a des régions, il y a une vallée où on va avoir un orage qui tombe et qui donne de la précipitation, et puis en fait, dans la vallée à côté, il n'y a pas du tout de précipitation. Et donc, il y a tout un enjeu à la fois sur la question de la mesure de la précipitation en montagne. Donc, comment avoir des mesures qui sont représentatives spatialement à une grande échelle. Et puis, il y a aussi des questions sur la mesure du cumul de précipitations, parce que dès lors qu'on a de la neige, les pluviomètres habituels, ils sont pas très efficaces. Et donc, en fait, là, dans le cadre d'un projet que je coordonne, on a déployé un radar à visée verticale au Népal. Donc, c'est un radar qui est situé dans une station de recherche qui s'appelle la Pyramide, à 5000 mètres d'altitude. Donc là, on dispose vraiment d'une infrastructure exceptionnelle, parce qu'elle nous permet d'avoir une alimentation en électricité en permanence. Et en fait, ce radar, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des profils verticaux de réflectivité. Et en fait, grâce à ces mesures, on arrive à retrouver la hauteur de la limite pluie-neige au-dessus du radar. Et donc ça fait partie des mesures qui permettent vraiment de mieux comprendre l'évolution de cette limite pluie-neige au cours d'une saison, et vraiment d'aller vers une meilleure compréhension de la précipitation en zone de montagne. Oui, donc ça veut dire qu'il y a tout le volet impact aussi qui vous intéresse et sur lequel vous allez plancher prochainement. Tout à fait. Et puis, je pense aussi que quelque part, quand on est glaciologue, on a aussi une responsabilité de profiter de l'intérêt que le sujet suscite pour relayer des messages sur le réchauffement climatique, sur les impacts du réchauffement climatique, et qui est vraiment le défi de l'humanité pour le XXIe siècle. Avant de vous libérer, on parle de votre passion pour la glaciologie, de vos recherches, de vos travaux. Et il y a aussi toute la façon dont vous faites vivre votre discipline. Enfin, vous faites preuve d'un engagement qui est fort au service de la communauté glaciologique, et ça passe par plein de niveaux dans votre parcours également. Ouais, je pense qu'en effet, moi, une des valeurs que je porte, c'est qu'en fait, la science, c'est vraiment, en tout cas, la recherche, c'est vraiment une œuvre collective. Et donc, ça se base déjà sur l'importance de la diversité dans la recherche. C'est des thèmes qui sont plus forcément très à la mode ces derniers temps, mais en fait, la présence de femmes dans la recherche scientifique, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'ai bénéficié du passage de mes prédécesseuses qui m'ont montré que en fait, c'est possible de faire de la recherche, c'est possible de faire de la science, c'est possible de faire des maths et de la physique, c'est possible de partir en expédition en Antarctique quand on est une femme. Et ça, c'est un des engagements que je porte. Je pense que c'est très important de promouvoir la place de chacun et chacune dans la recherche scientifique. Moi, je suis aussi très attachée à l'édition scientifique. Donc, je suis éditrice pour Journal of Glaciology, qui est le journal de la Société internationale de glaciologie. Et à l'heure actuelle, dans la recherche scientifique, il y a énormément de problématiques autour des revues prédatrices, autour de l'augmentation du coût des frais de publication. Et donc, je pense que en fait, le processus de publication, quand on est chercheur et chercheuse, on peut pas s'en affranchir. C'est vraiment notre moyen de produire et de transmettre la connaissance. On sait pas toujours faire autrement. Et donc, je pense que, moi, je participe pleinement à ce processus. Je pense que c'est vraiment important pour les chercheurs et les chercheuses de continuer à s'engager dans l'évaluation des articles de ses pairs et dans l'édition scientifique. Vous développez un large réseau de recherche vous travaillez à la formation dans les universités d'Asie, en particulier du Népal. Ma dernière question, il y a des jeunes étudiants dans cette salle, il y en a peut-être aussi qui nous regardent sur les plateformes YouTube en ce moment même. Quel est votre conseil justement pour les jeunes chercheurs en glaciologie, jeunes chercheurs et jeunes chercheuses? Je pense pour moi, le conseil principal, c'est de garder quand même, cette envie de découvrir des choses, d'être créatif dans sa recherche et de garder cet émerveillement qu'on peut avoir
à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir compris quelque chose qui n'était pas compris auparavant. Et pour moi, c'est vraiment ça le moteur de la motivation du quotidien. Très bien, merci beaucoup Fanny. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Merci. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci.